Selon certaines légendes, il existerait sous nos pieds un monde souterrain où sommeillerait un dragon. Un dragon qu'il ne faudrait réveiller qu'avec une infinie prudence. Au début du XXe siècle, l'uranium est pratiquement inconnu. Il n'a aucune espèce de valeur. En 40 ans, il est devenu le métal le plus recherché et le plus redouté sur Terre. Voici de l'uranium. En tant que physicien, je suis fasciné par ses propriétés uniques, mais plus encore par la façon dont ce métal a entièrement façonné notre monde moderne. L'uranium change complètement la donne. En propulsant notre planète dans l'ère atomique, l'uranium incarne tout autant le rêve d'une énergie propre et inépuisable que le cauchemar d'une planète empoisonnée où toute vie aurait disparu. Il fait chaud et la radioactivité est très élevée. Suivez-moi sur les traces du métal le plus convoité. Voici un réacteur nucléaire et le métal le plus détesté sur Terre. Si jamais ça explosait, ce serait terrible. Comment avons-nous libéré l'énergie élémentaire de l'uranium? Que s'est-il passé lorsque nous avons réveillé le dragon? Voici l'histoire d'un métal devenu bombe. Cette terre est le berceau des aborigènes australiens, la plus ancienne culture vivante de l'humanité. On raconte que c'est un esprit sacré incarné dans un grand reptile qui créa cette contrée et le reste du monde. L'esprit serait ensuite retourné sous terre, où il dormirait et ne devrait pas être dérangé. Nous savons aujourd'hui que ce sous-sol recèle des gisements d'uranium parmi les plus importants au monde. L'uranium est comme un dragon endormi, une bête à la puissance fabuleuse. Les aborigènes prétendent que si l'on touche à cet endroit, on réveillera l'esprit endormi et on déclenchera une calamité. En 1945, une bombe à l'uranium déchaîne sa puissance sur la ville d'Hiroshima. Comment un métal extrait de terre peut-il contenir autant d'énergie? Je suis né en Australie et j'y ai étudié la physique. L'histoire de cette énergie phénoménale me fascine. J'ai donc décidé de partir sur les traces de l'uranium. Avant l'apparition de la Terre, il y a des milliards d'années, une étoile explose. C'est une supernova. L'énergie colossale libérée lors de l'explosion engendre la formation d'éléments chimiques lourds. Certains de ces éléments, comme l'uranium, sont radioactifs, avec de très longues périodes de vie. Notre planète se forme il y a 4,5 milliards d'années, à partir des débris de cette explosion. L'uranium vient s'incorporer à la Terre en fusion. Peu à peu, la Terre se refroidit avec sous son écorce l'uranium encore chargé de l'énergie de la supernova. La République tchèque sera la première étape de mon enquête. Ça, ce sont des compteurs Geiger. Ils mesurent le rayonnement nucléaire, c'est-à-dire les particules éjectées lors de l'explosion de la supernova. Lorsqu'ils détectent un rayonnement, ils émettent un bruit. Le rayonnement existe naturellement partout sur Terre. Ici, en République tchèque, il est de 0,2 microsieverts par heure.
Ramenée sur une journée, cette dose d'irradiation est identique à celle que l'on reçoit chez le dentiste quand on fait une radio. Le rayonnement est présent dans l'air que l'on respire et la nourriture que l'on mange. Il provient du sol et de l'espace, et il est dû à de minuscules quantités d'uranium et d'autres atomes radioactifs répandus sur l'ensemble de la planète. Tout le monde émet des rayonnements nucléaires. Par conséquent, vous y êtes plus exposé en dormant à deux que tout seul. Tout ça est on ne peut plus naturel. Ce phénomène appelé rayonnement ambiant fait partie de la vie sur Terre. Le rayonnement ambiant varie selon l'endroit où l'on se trouve et se mesure en unités appelées sieverts. Il est en moyenne d'environ 0,2 microsieverts par heure. Je ne suis pas venu à Yarimov, anciennement Joachimsthal, pour son centre-ville. Ce sont ces collines alentours qui m'intéressent. Voici une ancienne mine argentifère qui a 500 ans. À Joachimsthal, autrefois, on extrayait l'argent. C'est ici que commence notre histoire. Nous avons amorcé la descente il y a 3 minutes et demie. Et notre vitesse est d'environ 3 mètres par seconde. Je sens mes oreilles se manifester sous l'effet du changement de pression. Il doit y avoir de l'uranium dans les parages, car mon compteur affiche entre 5 et 6 microsieverts par heure. C'est environ 50 fois la dose de rayonnement ambiant auquel on est exposé en surface. Nous y sommes. Mine de Joachimsthal, tout le monde descend. Je cherche une veine rocheuse foncée. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ce que les mineurs avaient en horreur. Une veine d'argent épuisée. Ils avaient surnommé ce minerai pechblende. Pech signifiant malchance et blende, minerai. C'était le minerai de la malchance. Mais regardez un peu comment il se comporte sous une lumière ultraviolette. Il devient fluorescent. En 1789, un scientifique allemand analyse ce minerai et découvre la présence d'un nouvel élément chimique. Il le baptise d'après la planète Uranus, découverte en 1781. Cet élément, c'est l'uranium. Cette pechblende est très radioactive. Pour rappel, à la surface, le rayonnement ambiant était de 0,2 microsieverts. Ce minerai, qui doit son énergie à l'explosion d'une étoile, est 4000 fois plus radioactif. Pendant 4 siècles, on ne sait quoi faire de la pechblende et de l'uranium qu'elle contient. Jugée sans valeur, la pechblende devient s'entasser sur ces terrils. L'argent, en revanche, fait la fortune de la ville. On fait frapper ces grandes pièces de monnaie en argent appelées Joachimsthaler. Le mot dollar vient d'ailleurs de là. Et au XXe siècle, le fameux minerai de la malchance va permettre d'en gagner un sacré paquet. L'uranium aurait peut-être été abandonné à son triste sort dans les terrils de Joachimsthal sans la curiosité d'un physicien français qui travaillait à Paris. En 1896, Henri Becquerel est professeur de physique à l'école polytechnique. C'est dans ce bâtiment, alors qu'il réalise une expérience sur la fluorescence de l'uranium, qu'il fait une découverte incroyable. À l'époque, on utilise surtout l'uranium pour fabriquer des verres jaunes pâles qui scintillent au soleil. Mais regardez ce qui se passe sous une lumière ultraviolette. Le verre d'uranium devient fluorescent, ce qui fascine Henri Becquerel. Cela amène le physicien à réaliser une expérience qui va révolutionner la physique. Dans la chambre noire de son laboratoire,
Henri Becquerel enrôle une plaque photographique dans un épais papier noir. Il place ensuite un morceau d'uranium sur la plaque, puis laisse le tout au soleil pendant plusieurs heures. En développant la plaque, il s'aperçoit que celle-ci est impressionnée, comme si elle avait été exposée directement à la lumière du soleil. Becquerel part de l'hypothèse que l'uranium vient d'absorber la lumière du soleil, qu'il a ensuite réémise sous forme de rayonnement invisible. C'est cette énergie lumineuse qui aurait traversé le papier noir et impressionné la plaque. La vraie découverte a lieu un jour sans soleil. Le jeudi 27 février 1896 mérite le titre de « jour nuageux le plus célèbre de l'histoire de la science ». Henri Becquerel reconduit l'expérience, mais faute de soleil, range cette fois-ci la plaque dans un tiroir et n'y touche plus pendant plusieurs jours. Pour une raison qui nous échappe, il décide de développer quand même la plaque photographique, alors qu'il est persuadé qu'un ensoleillement conséquent est nécessaire. Et là, stupéfaction. La plaque est impressionnée, comme lors de l'essai précédent. Comment est-ce possible alors que l'uranium ne s'est pas rechargé au soleil? Une seule solution, et elle est pour le moins étrange. Le soleil n'a rien à voir dans l'histoire. Henri Becquerel a découvert une énergie étrange qui provient de l'uranium. L'une de ses étudiantes s'appelle Marie Curie. C'est un esprit brillant qui remportera 2 prix Nobel. Pour le moment, elle cherche un sujet pour sa thèse de doctorat en sciences physiques et choisit d'étudier ces curieux rayons uraniques. La jeune thésarde récupère de la pechblende sur les terrils de l'ancienne mine d'argent de Joachimsthal. Voici le laboratoire de Marie Curie. On a aujourd'hui retiré pratiquement tout le matériel radioactif de l'époque. Cette porte mène à son bureau. La jeune femme avait l'habitude de poser sa main sur cette poignée. Et on détecte encore des traces de radioactivité qu'elle a laissées. Mais les doses sont si faibles qu'il n'y a aucun danger. Voici un compteur Geiger très ancien qui fait partie des objets présentés dans le musée Curie. Écoutez ça. Voici de la pechblende, le minerai contenant de l'uranium. C'est avec ce minerai que Marie Curie entame ses recherches. À force d'années de travail acharné, elle parvient à en extraire l'uranium. La jeune femme n'est pas au bout de ses surprises, car il s'avère que l'uranium n'est pas l'élément le plus actif. D'autres éléments encore plus instables dégagent davantage d'énergie. Le plus célèbre est le radium. Le radium est luminescent. Il dégage spontanément de la chaleur et émet d'étranges rayonnements qui brûlent la peau. Son mari, Pierre Curie, constate qu'une ampoule de radium placée contre la peau provoque une rougeur qui se transforme en brûlure profonde. Aujourd'hui, cela nous alerterait. Mais à l'époque, les médecins ont l'habitude de traiter un grand nombre de maladies de peau et de tumeurs en les brûlant. Voilà peut-être donc une application thérapeutique du radium. Pour obtenir 1 gramme de radium, il faut 7 tonnes de minerai d'uranium. Mais le jeu en vaut la chandelle. En 1908, 1 gramme d'or coûte 66 cents. 1 gramme de radium, 88 000 $. Le radium est utilisé pour fabriquer et vendre à prix d'or cosmétiques, savons, dentifrices et boissons. On pense avoir trouvé la panacée universelle. La ville qui avait fait une croix sur la pechblende exploite ce nouveau filon. Joachimsthal, l'ancienne ville minière qui a inventé le dollar, se réinvente en station thermale. Venez donc prendre un bain au radium.
Comme vous pouvez le deviner à l'atome sur mon peignoir, je m'apprête à prendre un bain radioactif. C'est une première pour moi. Voyons voir ce que ça donne. C'est plutôt agréable. L'eau est à environ 36 degrés. Très plaisant. L'eau contient des particules radioactives dissoutes. Je vais essayer de mesurer sa radioactivité. Ah, c'est intéressant. Mon compteur indique une radioactivité bien plus élevée que celle de l'air. En plaçant mon compteur Geiger au-dessus de l'eau, j'obtiens un niveau d'environ 1,5 microsievert par heure, soit 10 fois le rayonnement ambiant dans cette ville. À l'époque, on pense que les atomes radioactifs présents dans l'eau vont s'infiltrer par la peau dans le corps et y émettre des rayonnements. Le traitement est censé réduire les inflammations. C'est une sorte de radiothérapie. Mais les doses sont si faibles que je n'ai pas à m'inquiéter des effets positifs ou négatifs. Je vais donc me relaxer et savourer ce moment. Les bains au radium attirent une clientèle fortunée. C'est ainsi qu'au cours de l'été 1921, débarque un Américain de 17 ans. Il s'appelle Robert Oppenheimer et il est fasciné par les minerais de l'ancienne mine de Joachimsthal. 20 ans plus tard, Robert Oppenheimer fera de l'uranium la substance la plus terrifiante de notre planète. Robert Oppenheimer utilisera en effet l'uranium pour fabriquer la bombe atomique qui sera larguée sur Hiroshima. Paris, 1903. Le radium permet à Marie Curie de se hisser au rang de pionnière de la physique atomique. C'est grâce à l'étude de ce minerai que Marie Curie décroche son doctorat et devient la première femme docteur en sciences physiques en France. Pour fêter cela, elle et son mari Pierre organisent une fête dans le jardin. Et nous y sommes tous conviés. Dans le jardin, cette nuit-là, Pierre Curie sort de sa poche une ampoule de radium. Les invités restent sans voix. Parmi eux se trouve un Néo-Zélandais de 31 ans, Ernest Rutherford. Il se demande ce qui rend cette substance luminescente et s'interroge sur la relation qui existe entre le radium et l'uranium. Ernest Rutherford est l'associé d'un brillant chimiste de 22 ans, Frédéric Soddy. L'étude de l'uranium les amène à explorer le monde infiniment petit de l'atome. A speck of uranium, the size of the dot over an eye, would contain more than 2 million trillion atoms. The heart of the atom is the nucleus, 20,000 times smaller than the atom itself. Ce minuscule noyau au centre de l'atome est composé de protons et de neutrons étroitement liés les uns aux autres. Contrairement à des boules de billard, on ne peut pas envoyer balader les protons et les neutrons. Ceux-ci restent fixes et stables à l'intérieur du noyau. Et c'est le nombre de protons à l'intérieur de chaque noyau qui définit l'élément chimique. L'atome, avec un seul proton dans son noyau, c'est l'hydrogène, l'élément chimique le plus simple. Tout atome dans l'univers avec un proton est un atome d'hydrogène. L'atome avec 2 protons dans son noyau, c'est l'hélium. Comme vous voyez, celui-ci possède aussi 2 neutrons, représentés par les boules blanches. Certains atomes d'hélium ont un neutron, d'autres 3, mais ils ont tous 2 protons. L'atome avec 6 protons dans son noyau, c'est le carbone. Qu'il s'agisse du carbone d'un arbre ou d'un diamant, il a toujours 6 protons. Bref, chaque élément chimique possède un nombre spécifique de protons. 7 pour l'azote, 8 pour l'oxygène,
79 pour l'or. Et regardez ça. Le noyau d'uranium possède 92 protons et généralement 146 neutrons. C'est le plus gros noyau au monde. Il est si gros que ça s'agite pas mal à l'intérieur. Ernest Rutherford et Frédéric Soddy découvrent qu'il est doté d'une capacité extraordinaire. Il recrache des parties de lui-même sous forme de rayonnement. Et ceux-ci contiennent des protons. En émettant des rayonnements, l'uranium perd donc des protons et n'en possède plus 92. Ce n'est donc plus de l'uranium, mais un autre élément chimique. Un élément complètement différent. Ernest Rutherford et Frédéric Soddy sont témoins de la transformation du noyau d'uranium. Cette observation bouleverse notre compréhension fondamentale de la physique. Jusqu'à présent, on pensait qu'un noyau était immuable. Les deux hommes sont peut-être passés du côté de la force obscure, celle des alchimistes. Apparentés aux sorciers et aux magiciens, les alchimistes concoctaient jadis des potions et des filtres. Leur rêve était de réaliser la transmutation, c'est-à-dire de transformer un élément en un autre élément. Les alchimistes n'y sont jamais parvenus. C'est impossible. Un élément chimique est immuable. Tout le reste n'est que magie. Rutherford et Soddy vont pourtant constater qu'il n'en est pas ainsi avec l'uranium. Ils entreaperçoivent le dragon. En émettant de l'énergie sous forme de rayonnement, l'uranium se transforme en thorium, qui est un autre élément chimique. L'uranium est un champion de la métamorphose, et il fait cela tout seul, naturellement. Au comble de l'excitation, Frédéric Soddy s'écrie « Rutherford, c'est une transmutation !» Celui-ci rétorque « Pour l'amour de Dieu, n'appelez pas cela une transmutation. Ils nous couperaient la tête comme ils font aux alchimistes. » Le thorium est lui aussi radioactif. Il émet des rayonnements et se transforme en protactinium, un autre élément chimique. Ces nouveaux éléments qui se forment par une succession de désintégrations sont appelés filles. En émettant des rayonnements, chaque fille de l'uranium se transforme à son tour. C'est ainsi que le radium apparaît, le fameux radium de Marie Curie. Il s'agit de l'arrière-petite-fille de l'uranium. C'est pour cela qu'on en trouve dans le minerai d'uranium. Le radium se transforme en radon, qui est un gaz. Le radon se transforme à son tour en polonium, qui lui n'est pas un gaz, et ainsi de suite. Au total, la chaîne de désintégration de l'uranium comprend 14 générations. Et au bout de la lignée de ces 14 filles, on trouve le plomb. Cette fille-là est stérile. Le plomb n'est pas radioactif. Il ne se transforme pas. C'est la fin de la chaîne. Ernest Rutherford et Frédéric Soddy ont résolu l'un des mystères de la radioactivité. L'uranium se transforme tout seul en plomb. Cet élément fait quelque chose que l'on croyait impossible. Il modifie sa structure atomique et à chaque transformation, il libère de l'énergie. Les physiciens ont une intuition. Celui qui trouverait un moyen de forcer l'uranium à se transformer et à libérer toute son énergie aurait en sa possession une puissance phénoménale.
En 1905, à Berne, en Suisse, vit un homme de 25 ans, opposé au service militaire et qui végète professionnellement. Afin de subvenir aux besoins de sa jeune épouse et de son fils, il a accepté un travail alimentaire. Voici sa maison. Ce jeune homme est employé à l'Office des brevets. Il se décrit comme un pisseur d'encre respectable. Malgré son travail, il trouve le temps de s'adonner à son activité favorite, penser. Ce jeune homme s'appelle Albert Einstein. C'est ici qu'il formule l'équation la plus célèbre de toute la science. E égale mc au carré. Ce faisant, il relie deux grandeurs, E, l'énergie, et m, la masse. Ce sont pour ainsi dire les deux facettes d'une même entité. C, la vitesse de la lumière, est une valeur phénoménale. La masse multipliée par le carré de ce nombre donne donc une énergie considérable. L'équation signifie que l'on peut contenir une masse infime en une quantité d'énergie phénoménale. À chaque fois que l'uranium modifie sa structure atomique, il perd une petite partie de sa masse qui est convertie en énergie. Or, d'après Einstein, celle-ci est considérable. Frédéric Soddy, le jeune chimiste qui travaille avec Rutherford, est le premier à spéculer sur cette énergie. Celui qui mettrait la main sur ce stock d'énergie posséderait une arme avec laquelle il pourrait détruire la Terre. Un homme imagine un monde où l'arme de Frédéric Soddy, forgée à partir de l'équation d'Einstein, devient une réalité effrayante. Ce n'est ni un physicien, ni un chimiste, mais un romancier. Herbert George Wells est l'auteur de La Destruction libératrice, un roman dans lequel des scientifiques ont appris à exploiter la puissance de l'énergie atomique. 2036 AD, you are catapulted through the centuries, whirled into the great unknown, into an era of glass cities towering to the sun. Fait notable, H.G. Wells publie La Destruction libératrice en 1914. Il dédicace son livre non pas à Albert Einstein, mais à Frédéric Soddy. Le roman introduit dans le langage un nouveau terme inquiétant, bombe atomique. En 1933, le physicien hongrois Leo Szilard, résidant à Londres, entre en scène. Il est imaginatif, passionné, impatient et brillant. Ce physicien a lu le roman de H.G. Wells, La Destruction libératrice, et cela l'a fait cogiter. Leo Szilard est en train de marcher dans cette rue lorsqu'il s'arrête ici, à l'angle de Southampton Row et de Russell Square. C'est à ce feu rouge qu'il a l'idée la plus dangereuse du monde moderne. Et s'il était possible de créer les bombes atomiques imaginées par H.G. Wells en forçant les atomes à convertir leur masse en énergie? Un premier atome libère son énergie, ce qui entraîne d'autres atomes à faire de même. La réaction se poursuit de manière exponentielle, jusqu'à ce que des millions d'atomes convertissent simultanément leur masse en énergie. Lorsque Leo Szilard atteint cet endroit, il a élaboré un concept terrifiant, celui de réaction nucléaire en chaîne. Nous sommes le 12 septembre 1933. En Allemagne, Adolf Hitler est chancelier du Reich. Les nazis qui ont les pleins pouvoirs assassinent leurs opposants et persécutent les juifs. En Europe,
De nombreux physiciens de premier plan sont juifs et beaucoup se réfugient aux États-Unis. Parmi eux, Albert Einstein. Léo Szilard le rejoint en 1938. À New York, je rencontre Spencer Ward. Il est physicien et historien. Je souhaite discuter avec lui de Léo Szilard. Szilard était un juif hongrois. Depuis son jeune âge, il s'inquiétait des malheurs et des catastrophes qui pourraient s'abattre sur le monde. À l'époque, l'Allemagne était la première puissance scientifique. Si l'arme nucléaire devait voir le jour, Szilard redoutait que le premier pays à l'obtenir soit l'Allemagne, c'est-à-dire Hitler et les nazis. L'inquiétude de Léo Szilard concernant la menace atomique allemande va croissant lorsqu'en 1939, des nouvelles inquiétantes lui parviennent de Berlin. À l'Institut Kaiser Wilhelm travaille Otto Hahn, un brillant chimiste allemand. Il a été l'étudiant d'Ernest Rutherford à l'époque où ce dernier et Soddy ont découvert que l'uranium changeait naturellement sa structure atomique. Otto Hahn est passé à l'étape supérieure. Il réalise à présent des expériences dont l'objectif est de forcer l'atome d'uranium à changer de structure. Les résultats sont stupéfiants. Il envoie ces derniers à sa collègue Lise Meitner, qui, à l'instar de nombreux autres physiciens juifs, a fui l'Allemagne. Lise Meitner comprend ce qu'Otto Hahn a fait. Il a scindé l'atome d'uranium en deux. Personne ne pensait que c'était possible. Pour être plus précis, il a réussi à scinder le noyau en deux. On compare souvent la fission nucléaire à un jeu de billard. C'est en fait plus complexe que ça. Un seul type de noyau d'uranium, ou isotope, est fissile. Celui qui a 92 protons et 143 neutrons. Les deux additionnés, cela donne 235, d'où son nom, l'uranium-235. La force qui assure la cohésion du noyau est la plus grande force de l'univers. Les physiciens l'appellent à juste titre la force forte. Mais le noyau d'uranium est tellement lourd qu'il en est instable. Si j'ajoute un neutron supplémentaire à ce noyau, son instabilité augmente. Résultat, le noyau se déchire en deux. On dit qu'il fissionne. La force forte compacte ces deux produits de fission si bien que leur masse additionnée est inférieure à la masse du noyau original. La masse s'est transformée en énergie, exactement comme Einstein l'avait prédit. Plus important encore, le noyau a éjecté 2 ou 3 neutrons. C'est là que le concept de réaction en chaîne émis par Szilard entre en jeu. Si ces neutrons heurtent d'autres noyaux d'uranium-235, ils provoquent leur fission, ce qui entraîne une émission encore plus importante d'énergie et de neutrons. La fission d'un noyau d'uranium va en entraîner 2 autres, qui vont en entraîner 4, puis 8, puis 16, si bien qu'au bout de la 60e étape, un quintillion de noyaux ont fissionné, libérant à chaque fois de l'énergie. E égale mc au carré trouve ainsi une application terrifiante. L'uranium peut servir à fabriquer une bombe. Et les Allemands savent comment faire. On March 14, 1939, Adolf Hitler broke the pledge he made at Munich. He took over all the rest of Czechoslovakia. Les nazis contrôlent ainsi l'ancienne ville minière de Joachimsthal. En plus du savoir-faire, ils possèdent désormais la matière première pour fabriquer la bombe. D'un côté, Otto Hahn a réussi à Berlin la fission de l'uranium. De l'autre, les nazis contrôlent l'unique source d'uranium en Europe. Léo Szilard est terriblement inquiet.
Szilard redoutait que les nazis n'obtiennent la bombe atomique. Il savait que s'il parvenait à l'avoir avant les autres, il remporterait la guerre. Et Szilard s'inquiétait pour l'avenir de la civilisation occidentale. Que pouvait-on faire? Il fallait alerter les États-Unis. Le président Roosevelt devait être mis au courant. Mais comment lui, Léo Szilard, pouvait-il attirer l'attention de Roosevelt? À New York, Léo Szilard n'est pas assez connu pour faire parvenir une lettre au président. En revanche, l'un de ses amis l'est. Albert Einstein est alors le scientifique le plus célèbre au monde. Il a loué pour l'été une maison à Long Island, dans l'État de New York. Szilard va le voir et lui fait part de ses inquiétudes concernant la bombe atomique. Einstein prend conscience du danger potentiel. Il est lui aussi terrifié par les conséquences redoutées. Il signe la lettre rédigée par Szilard et l'adresse au président Roosevelt, le mettant en garde contre le fait que les nazis pourraient travailler à la fabrication d'une bombe. Roosevelt décide de lancer un programme américain de recherche nucléaire. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Suite à l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre contre le Japon et l'Allemagne. Toute l'industrie américaine est mobilisée. Le projet de bombe atomique obtient le feu vert. Le projet visant à fabriquer la bombe à l'uranium est confié au corps des ingénieurs de l'armée de Manhattan. Son nom de code devient vite Projet Manhattan. Le programme est top secret, sans existence officielle. Le directeur scientifique du projet Manhattan est Robert Oppenheimer, celui qui, une vingtaine d'années plus tôt, s'était rendu à Joachimsthal. Il a maintenant 38 ans. Reconnu pour ses travaux théoriques, le physicien est un homme nerveux, gros fumeur, qui nourrit une passion pour les martinis, les femmes et les poèmes épiques de l'hindouisme. Un immense laboratoire est construit à Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique. The automatic controls got it now. Rob, this time the stakes are really high. Le projet Manhattan a marqué le début de la recherche à grande échelle. Tous les physiciens de renom sont venus travailler à Los Alamos. Il faut imaginer tout un tas de prix Nobel au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique. On connaissait l'adresse postale, mais tout visiteur curieux qui se présentait à l'entrée était dûment conduit. Les scientifiques étaient tenus au plus grand secret. Leur travail consistait ni plus ni moins à obéir aux ordres et à produire, disons, le coup de tonnerre qui mettrait fin à la Seconde Guerre mondiale. Mais avant que la bombe américaine ne soit prête, l'Allemagne capitule et la guerre en Europe est terminée. Les Alliés victorieux arrêtent tous les physiciens allemands qu'ils trouvent, y compris Otto Hahn, le découvreur de la fission nucléaire. Alors, où en est le programme nucléaire allemand? Eh bien, il n'a guère avancé. Il n'y a pas de bombe atomique allemande. Léo Szilard, l'homme qui a pressé le président américain de fabriquer la bombe, lance maintenant une pétition lui demandant d'arrêter. I was quite aware of the dangers, not because I am so wise, but because I have written a book written by H.G. Wells called The World Set Free. He described in it the development of atomic bombs, so I was aware of these things. But I was also aware of the fact that something had to be done if the Germans get the bomb before we have it. They had knowledge, they had the people to do it, and we had no choice. I always thought we had no choice. Dans un retournement stupéfiant, l'homme qui a imaginé la bombe atomique devient le premier militant anti-nucléaire au monde. Mais les appels de Léo Szilard ne sont pas entendus. Les États-Unis sont toujours en guerre avec le Japon. Les travaux pour fabriquer la bombe se poursuivent coûte que coûte, malgré des problèmes techniques inédits. La principale difficulté étant l'uranium lui-même.
L'uranium naturel, extrait des mines, est généralement l'uranium-238, dont le noyau contient donc 238 protons et neutrons. Beaucoup plus rare, puisqu'il représente moins de 1% du minerai, l'uranium-235, qui possède 3 neutrons de moins. Or, lui seul est fissile et peut provoquer la fission d'autres noyaux. Les scientifiques du projet Manhattan doivent donc rassembler suffisamment d'uranium-235 afin de constituer une masse critique, c'est-à-dire une quantité suffisante de matériaux fissiles pour déclencher une réaction en chaîne. L'uranium-235 est un peu plus léger que l'uranium-238. Afin de séparer les isotopes 235 et 238 et produire de l'uranium enrichi, c'est-à-dire avec une concentration plus élevée d'uranium-235 que dans la nature, les scientifiques exploitent cette différence de poids. En appliquant ce procédé d'enrichissement à une échelle industrielle, ils obtiennent une boule de la grosseur d'un ballon de basket composée à 80% d'uranium-235 pur. C'est le cœur de la bombe. Cette bombe, la voici. Afin de déterminer la quantité d'uranium nécessaire, les scientifiques réalisent de dangereuses expériences avec la plus grande précaution. Ils appellent cela « chatouiller la queue du dragon ». À l'intérieur de la bombe, le dragon ne dort que d'un œil. À 3 heures environ de voiture de Los Alamos, se trouve une vallée baptisée Jornada del Muerto, la journée du mort. Peu de lieux sur Terre ont été le théâtre d'événements qui ont changé la face du monde à jamais. Cet endroit est l'un d'entre eux. En 1945, les scientifiques y érigent une tour de 30 mètres de haut. Ils y hissent la bombe qu'ils ont fabriquée. Il s'agit du premier essai nucléaire de l'histoire. Nom de code, Trinity. Le 16 juillet 1945, à 5h29 et 45 secondes du matin, le dragon rugit. Robert Oppenheimer se souvient de son poème hindou favori. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Dix jours plus tard, la bombe atomique arrive sur une petite île du Pacifique. Elle est chargée à bord d'un B-29, baptisé du nom de la mère du pilote. The Enola Gay's mission starts from Tinian in the Marianas. The crew has had their final briefing on weather and air-sea rescue. The massive bomb has been loaded. At 2:45 in the morning, August 6, 1945,
Colonel Tibbets takes the Enola Gay down the runway into the air, beginning the 6.5-hour flight to Japan. En cette matinée du 6 août 1945, un beau temps sans nuages règne sur Hiroshima. Soudain, les habitants voient un avion argenté briller dans le ciel. C'est l'Enola Gay. L'avion largue une bombe. À 600 mètres au-dessus du sol, à précisément 8h15 du matin, celle-ci explose. Et l'uranium change tout. Pour toujours. Un métal né de l'explosion d'une étoile libère une énergie gigantesque. Nous avons forcé un métal à libérer toute sa puissance. Nous avons réveillé le dragon. Les victimes les plus proches du point zéro sont pulvérisées instantanément, sous l'effet de la terrible chaleur, laissant seulement leur ombre sur le sol. Voici à quoi ressemble la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. C'est une ville dévastée par l'uranium. Après l'explosion de la bombe atomique, une boule de feu de 300 mètres de diamètre s'est formée au-dessus de la ville, représentée ici par cette sphère rouge. Ceux qui n'ont pas été tués par l'explosion initiale et le feu succomberont au rayonnement dans les semaines suivantes. Les autorités américaines démentent pourtant tout risque d'effets secondaires liés à la radioactivité suite au largage de la bombe. L'Australien Wilfred Burchett est le premier journaliste occidental à se rendre sur place. À travers lui, le monde découvre quelque chose qu'il n'a encore jamais vu. Les gens souffrent d'une terrible maladie désignée aujourd'hui sous le terme de syndrome d'irradiation aiguë. Ce que j'écris est un avertissement au monde. À Hiroshima, des gens meurent d'un mal inconnu, mystérieux et terrible, pour lequel je n'ai d'autre nom que celui de peste atomique. Tous ces symptômes, m'a-t-on dit, sont dus à la radioactivité générée par l'explosion de la bombe atomique à l'uranium. Le monde n'a jamais vu une telle maladie. On trouve des traces de cette maladie dans les légendes aborigènes. Selon elles, une puissance exceptionnelle sommeillerait sous terre. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Ces peintures rupestres sont fascinantes. Elles servent d'avertissement. Ici est représentée la maladie que l'on peut contracter si on dérange les pierres de la région. On voit des articulations gonflées. Or, fait étrange, ce pays possède l'un des plus gros gisements d'uranium au monde. Aujourd'hui,
Nous savons que la maladie d'Hiroshima avait pour origine la radioactivité de l'uranium. Lorsque la bombe explose, des milliards de noyaux d'uranium se scindent en deux, ce qui ne se produit jamais spontanément dans la nature. Et il libère une quantité phénoménale d'énergie. Une partie d'entre elles est visible sous forme de chaleur, de lumière et d'ondes de choc, mais une autre partie ne l'est pas. Similaire à un rayonnement lumineux, cette énergie très importante est invisible à l'œil nu. Ces rayonnements invisibles traversent les corps à la vitesse de la lumière et endommagent les cellules au niveau moléculaire. Le syndrome d'irradiation aiguë, dont l'effet létal n'est pas immédiat, touche même des personnes éloignées de l'explosion. Au total, la bombe atomique fera plus de 100 000 victimes. Avant Hiroshima, le grand public ne connaissait pas l'uranium. Et tout à coup, celui-ci éclate à la conscience du monde. Bientôt, des mineurs arriveront ici pour extraire l'uranium enfoui sous terre. Les aborigènes redouteront qu'il ne réveille le dragon endormi et provoque séismes et incendies. Telles sont les catastrophes de cette nouvelle ère, l'ère de l'uranium.